Cette saisie exceptionnelle révélera au public québécois que ce rentier de 50 ans, un homme rangé en apparence, est en fait l'un des plus importants trafiquants de drogue en Amérique du Nord. Bien, écoutez, pour y avoir passé 14 ans et puis avoir fourni une grande partie de l'Est américain, des villes comme New York, Washington, Miami, s'approvisionnait à partir de lui, mais je trouve qu'il y a une importance. C'était le chef. Sur la foi des renseignements recueillis lors de la saisie de Laredo au Texas, Lucien Rivard est incarcéré à la prison de Bordeaux en attendant son extradition aux États-Unis. Qu'en 1960. Pour sa part, Montréal compte désormais 2000 héroïnomanes, alors qu'il n'était qu'une centaine en 1968. Le gouvernement canadien, face à cette augmentation incontrôlable du nombre de consommateurs, décide d'amender sa loi sur les narcotiques. Désormais, une condamnation pour possession de drogue n'entraînera plus de peine de prison, mais une simple amende. La consommation est à ce point banalisée que le premier ministre Pierre Elliott Trudeau déclare à un groupe d'étudiants « Si vous êtes en possession d'un joint et que vous le fumez pour votre plaisir personnel, il n'y a aucune raison que vous soyez importuné par la loi. » En 1972, le gouvernement fédéral tente de faire le point sur le phénomène de la drogue en mettant sur pied la commission Le Dain, chargée d'enquêter sur l'usage non médical des drogues. Les juges majoritaires ont proposé, en fin de compte, de décriminaliser la simple possession de drogue douce, c'est-à-dire de cannabis, de ne plus arrêter les gens pour cela, qui ne fait de tort à personne, et aussi de changer la définition du trafic pour exclure le fait d'échanger amicalement des drogues douces. Bon, ils ont aussi recommandé, ce qui était, à mon avis, très humanitaire et très avancé pour l'époque, de cesser d'emprisonner les pharmacodépendants à l'héroïne et de les traiter. Déposé en 1972, ce rapport traînera sur les tablettes jusqu'en 1977, époque où sera présenté un projet de loi visant à décriminaliser le cannabis. Mais ce projet sera rejeté par les communes et les recommandations du rapport Le Dain ne seront jamais appliquées. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'on est face à un crime sans victime. Je veux dire par là que le consommateur, non seulement est consentant, mais est demandeur. Je veux dire que le petit trafiquant, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas à pousser sa drogue. Hein? Il y a suffisamment de demandeurs. Je ne nie pas qu'il y a de grands trafiquants qui sont des exploiteurs. Je ne nie pas ça. Mais je dis, il y a un marché pour cela. Constatons-le. Hein? Il y a un marché, il y a une demande. La drogue est désormais présente dans tous les milieux. Plusieurs personnes, sans passé criminel, se lancent dans ce trafic lucratif. Dans l'affaire du cargo français Mont-Royal, par exemple, les autorités policières vont saisir 1400 livres de hashish, soit près de 650 kilos, et arrêter 18 personnes. Dans l'affaire du Mont-Royal, le groupe était composé de toutes sortes d'individus. Il y avait des gens qui étaient propriétaires d'une école privée, il y avait d'autres gens. C'était pas des grands commerçants, c'était pas des petits criminels, c'était vraiment du monde ordinaire, je pourrais dire, qui avait de bonnes idées, comment faire des affaires illégales. Il y avait leur marché développé ici et tout ça. C'est des gens qui avaient commencé en achetant du hashish de d'autres personnes, d'autres réseaux de fournisseurs, et qui, beaucoup, ont découvert qu'il y avait beaucoup d'argent à faire, qui se sont organisés. La drogue était arrivée d'Europe sur le cargo français Mont-Royal et de là avait été acheminée dans un entrepôt de Saint-Eustache, en banlieue de Montréal. Le réseau payait des gens pour aller en vacances en Europe avec les Winnebago. Rendu là-bas, on plaçait la drogue dedans, dans les véhicules, et on les ramenait ici. Il y avait de la drogue de cachée dans les murs, il y avait de la drogue de cachée dans il y avait des faux réservoirs d'essence. Et à l'intérieur du réservoir, là, il y avait un petit peu d'essence puis beaucoup d'hachiche. Les années 70 vont ainsi voir de nouveaux groupes indépendants essayer de s'établir dans le domaine du trafic de drogue. Chacun d'eux
va tenter de s'approprier une part de ce marché et d'y établir sa loi. Après les petites bandes de voyous canadiens-français, si vous voulez, qui sont installées, il y a eu l'arrivée des motards plus tard dans les années 70. Et là, c'est vraiment un effet pervers des actions policières ou judiciaires. Par exemple, on a créé une commission d'enquête, la SECO. À un moment donné, la SECO a littéralement décapité la mafia italienne. Et une autre tranche de la SECO a littéralement, pas tout à fait décapité, mais en tout cas, a pas mal amoché certains clans, comme le clan Dubois. Ce qui, plus ceux-là s'affaiblissent, plus vous donnez de la force à d'autres groupes, comme, par exemple, les motards. Il y a toutes sortes d'alliances qui vont se faire pour faire rentrer la drogue au pays. Sur le terrain, normalement, on s'était entendu pour diviser comme une tarte le territoire, mais c'est là qu'il y a eu une guerre récente. En 15 ans, cette guerre de territoire qui opposera les gangs de l'Ouest, la mafia et les motards, fera 530 victimes. Alors, les Hells Angels ont profité, si vous voulez, des coups durs donnés aux Italiens, aux groupes comme les Dubois, et après ça, à la disparition des petites bandes de motards, pour arriver à prendre la place. Et ça donne ce qu'on connaît aujourd'hui, une organisation qui a d'abord été marginale, qui a pris de plus en plus d'importance. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire que ces gens-là contrôlent littéralement le trafic de la drogue. Secrétariat fédéral des drogues. Si, au cours des années 70, c'était le plaisir qui guidait les consommateurs de drogues légères et qu'au cours des années 80, on voit que le désespoir est aussi un élément qui conduit à l'oubli de la réalité ou à simplement s'en écarter momentanément, il y a aussi un autre groupe d'individus qui fait usage de la cocaïne, par exemple, pour se booster, pour trouver une énergie créatrice ou pour trouver plus de temps dans une journée. Avec ce phénomène, une nouvelle classe de trafiquants voit le jour, dont certains appartiennent à l'élite du pays. On fonctionne comme si les seuls consommateurs de drogue étaient les junkies, les pauvres filles qui font de la prostitution sur la rue Saint-Laurent, puis les voyous tatoués qui l'ont écrit dans le visage. Ben voyons donc. Si on ne fait pas venir des pleins bateaux de cocaïne, puis des avions surchargés de cocaïne pour ces gens-là. Il y a d'autres consommateurs. Ça peut être des avocats, ça peut être des policiers, ça peut être des journalistes, ça peut être des artistes, ça peut être des gens d'affaires. Des gens qui fonctionnent bien dans notre société. Le 31 janvier 1985, les policiers de la GRC mettent fin aux opérations d'un laboratoire clandestin qui produisait de la cocaïne. Un des dirigeants dans cette affaire est Jean-Paul Renaud, un jeune avocat de Montréal. C'est, bon, un fils de bonne famille qui était avocat, etc., qui faisait une vie assez luxueuse, etc., et qui a été emmené dans le jet-set à consommer de la drogue. Et puis, pour consommer, on finit par être complice dans le trafic, etc. C'est surtout le fait que ce soit un jeune avocat brillant, joli garçon, qui fait partie de la bourgeoisie, qui tout à coup fait la une des journaux, puis qu'on apprend que c'est un trafiquant de drogue. Les États-Unis, de leur côté, intensifient leur lutte contre la drogue. Ils deviennent, à partir de 1985, les leaders mondiaux de la lutte anti-drogue. Le président Reagan met sur pied la Drug Enforcement Agency, ou DEA. Cette agence va effectuer plus d'1 million d'arrestations en 1987. Les forces de l'ordre se sont vues intimer un commandement très précis qui était d'aller chercher partout le petit trafiquant, le gros trafiquant, le consommateur, le pharmacodépendant qui était écrasé sur le coin de la rue. Au Canada, on investit massivement dans la répression. De 1987 à 1989, 17 000 personnes sont arrêtées pour possession ou trafic de cocaïne. Dans les années 90, le trafic des stupéfiants est désormais une affaire gigantesque dirigée par les grandes organisations criminelles. Et Montréal tient une place importante
dans ce réseau mondial. Avec un chiffre d'affaires largement supérieur à celui des producteurs de pétrole, le marché de la drogue génère en cette fin de siècle des revenus de 180 milliards annuellement et sa croissance est de l'ordre de 10 à 20 %. Donc là, c'est vraiment la progression fulgurante au niveau des quantités de drogue. Au niveau de la cocaïne, dans les années 60, on entendait parler de quelques grammes de saisie. Au début des années 70, on a commencé à parler d'1 kilo, de saisie d'1 kilo, 2 kilos. Et je crois qu'il a fallu aller au niveau aux années 80, 85 pour arriver à des 50 kilos et tout ça. Puis là, ça a parti. Là, c'était l'explosion. On est passé de 20, 50, 100 kilos à un avion accaissé avec 4300 quelques kilos de drogue. Un bateau à Nouvelle-Écosse destiné à Montréal avec 5 tonnes de cocaïne. Et là, on a vu aussi toutes ces organisations-là, ces importations-là ont été mis sur pied par différents groupes. Ainsi, en août 1991, la GRC saisit 272 barils remplis de 47 600 kilos de hashish qui flottent dans le golfe du Saint-Laurent. En novembre 92, un bimoteur en provenance de la Colombie se pose sur la piste de Casey, un petit village d'Abitibi. À son bord, les agents de la GRC découvrent 5000 kilos de cocaïne, une valeur de 2,7 milliards sur le marché. Le 8 septembre 1996, un autre avion colombien bourré de drogue se pose à Clova, en Haute-Mauricie. Les policiers mettent cette fois la main sur 500 kilos de cocaïne. Bien, ce qui est un peu nouveau aussi, c'est que le trafic de la drogue, avant, le Canada était un élément secondaire. Maintenant, il est devenu plus important parce que, alors qu'avant, Montréal n'était qu'une plaque tournante vers les États-Unis, maintenant, les trafiquants sont des Canadiens, sont importants, font affaire directement avec les fournisseurs au Pakistan ou ailleurs, vont collaborer avec des Américains à un niveau plus élevé. Ils ne sont pas simplement que des messagers, ils sont des participants. Ça, c'est un peu nouveau. Dans les années 90, la drogue n'est plus seulement un problème de criminalité. Son enjeu devient politique. Depuis 20 ans, les caïds de la drogue ont pris le contrôle de l'économie d'une multitude de pays pauvres de l'hémisphère sud. Les marchés, bien, finalement, là, la drogue, c'est strictement une grosse affaire. C'est pas des multinationales, mais presque. Où il y a un petit groupe d'individus qui peut contrôler le marché à l'échelle de la planète. Ça, c'est un peu... on parle de grosses quantités. C'est sûr qu'il y aura toujours une place pour les indépendants. Il y aura toujours place pour les bons entrepreneurs, petits, moyens. Puis il y en a qui vont grossir aussi. Puis à chaque fois, on en voit qui deviennent importants. Puis, à l'occasion, il y en a un groupe ou d'autres qui se fait ramasser par la police. Il y en a toujours d'autres qui continuent, par exemple. Depuis 30, 40 ans, 50 ans, il y a toujours eu des trafiquants. Et je pense qu'il va y en avoir encore beaucoup pour plusieurs années à venir. C'est très difficile de mener des causes là-dedans. Ce que je veux dire, on vit dans une société libre, démocratique, où on reconnaît les droits des individus. À ce moment-là, on serait presque porté à dire, bien, si vous reconnaissez les droits individuels, bien, reconnaissez-leur le droit de consommer de la drogue comme vous leur reconnaissez tel et tel autre droit. Reconnaissez-leur le droit, par exemple, de se prostituer, etc. Vous savez, il y a une ligne quelque part qu'on trace, souvent au nom de la moralité, très souvent au nom d'intérêts politiques immédiats. Mais quand on trace la ligne quelque part, il faut vivre avec. Je ne pense pas que c'est une activité qui doit être laissée sans régulation. Mais je ne pense pas qu'il faut l'aborder avec l'armée et le code pénal. Et comme ces drogues sont des substances qu'on ingère ou qu'on fume, il faut assurer la qualité, comme on assure au Canada très, très, très bien, la qualité de tous les produits qui entrent au pays. Voilà que ce sont les seuls produits qui font exception. Bien, je ne crois pas que la légalisation là, de la drogue, que ce soit la vente ou la consommation, va changer quoi que ce soit. On peut voir que des marchandises qui sont légales, les cigarettes, la boisson, d'autres marchandises de consommation, ça n'empêche pas la contrebande illégale. Donc, même si on légalisait
la consommation de drogue, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver le moyen de faire de l'argent. Parce que tout ça, c'est juste une chose, c'est faire de l'argent. Et dans le trafic de stupéfiants, il y a énormément d'argent à faire, à moins qu'on la légalise et on la donne. Donc là, il n'y aura plus d'importation illégale. Si vous faites rien, ça n'a pas d'allure, puisque le code pénal vous oblige à le faire, puis l'opinion publique. Et si vous en faites trop, vous faites des déplacements de criminalité, vous provoquez des règlements de compte, des guerres de gang, et vous confirmez le statut superpuissant de ces gens-là. Et en plus, vous confirmez à tout le monde que de la drogue, il y en a partout.